Le peuple des chênes, conte d'automne. Une histoire sur la fête, le cycle des saisons et la résilience de la nature. Il était une fois dans la forêt d'automne. Il était une fois, dans une vaste forêt, la saison de l'automne arrivait. Les feuilles des arbres, teintées de rouge, d'orange et d'or, commençaient à tomber doucement, recouvrant le sol d'un tapis multicolore. Parmi ces arbres majestueux vivait le peuple des chênes, fièrement dressés, leurs branches lourdes de glands. Ces glands, petits habitants joyeux, chantaient et dansaient jour et nuit, profitant de chaque instant pour célébrer la vie. La fête des glands. La forêt vibrait au rythme des chants et des danses. Les glands, accrochés aux branches, se balançaient en cadence, riant et partageant des histoires au clair de lune. Les chênes eux-mêmes semblaient sourire, heureux d'abriter un tel peuple festif. Rien ne semblait pouvoir troubler cette harmonie. L'arrivée de la tempête. Mais un jour, une violente tempête éclata. Le vent se leva, soufflant avec force sur la forêt. Les arbres furent secoués de toutes parts, leurs branches fouettées par la bourrasque. Le peuple des glands, pris dans la fête, ne vit pas venir la menace. Soudain, les branches tremblèrent si fort que les glands finirent par se détacher et tombèrent à un sur le tapis de feuilles mortes. Le réveil du lendemain. Au petit matin, la tempête s'était apaisée. Sur le sol, les glands gisaient, silencieux. La fête semblait terminée, le temps s'était arrêté pour eux. Les chênes, dénudés, pleuraient la perte de leurs petits compagnons. Il ne restait d'eux que quelques coques vides, témoins d'une célébration passée et d'un cycle accompli. Le cycle de la vie. Mais les chênes, sages et anciens, savaient que tout recommencerait. Chaque année, la fête reprendrait, les glands reviendraient pour danser à nouveau sur leurs branches. Ainsi va la vie dans la forêt, la fin d'une saison annonce le début de la suivante, et le peuple des chênes renaît, année après année, dans la grande danse de la nature. Car dans la forêt, la vie ne s'arrête jamais, et l'automne n'est qu'un nouveau départ pour les chênes et leurs glands. Le poirier magique de la forêt enchantée. Un conte merveilleux sur la résilience, la magie et l'harmonie. Il était une fois. Dans une forêt profonde où s'élèvent des arbres immenses, certains atteignent des hauteurs et des tailles prodigieuses. Parmi eux, entourés de chênes majestueux, de pins élancés, de châtaigniers robustes et de 1000 autres essences, se dressait un arbre singulier, un poirier gigantesque. Un arbre à part. Ce poirier, bien plus large et plus haut que tous les autres, se distinguait non seulement par son tronc imposant et ses racines qui serpentaient à la surface du sol, mais aussi par son étrange particularité, il ne donnait jamais de fruits. Sa taille extraordinaire ne le sauvait pas des moqueries, bien au contraire. Les chênes et les châtaigniers, mus par la jalousie et la malice, lui lançaient glands et bogues pour se moquer de lui. Les pins et les sapins, eux aussi, s'y mettaient lors des tempêtes, bombardant le poirier de pommes de pin. Un refuge pour la vie. Pourtant, le poirier n'était pas seul. Les animaux de la forêt, oiseaux, insectes, petits mammifères trouvaient en lui un refuge sûr. Ils venaient s'y cacher, y bâtir leur nid, y élever leurs petits. Sa ramure offrait protection, son écorce abritait la vie. Avec eux, la vie coulait douce et joyeuse. La tempête est l'épreuve du feu. Mais un jour, la forêt fut secouée par un orage d'une violence inouïe. La foudre tomba, un incendie terrible éclata. Les flammes dévorèrent les arbres, les cendres recouvrirent la terre, et la vie sembla disparaître. Lorsque le feu s'apaisa, il ne restait debout qu'un seul arbre, le poirier, solitaire au milieu du désastre. La révélation du miracle. Alors qu'on croyait la forêt anéantie, le miracle se produisit. Car ce poirier, loin d'être ordinaire, était un arbre magique. Il vivait là depuis des millions, voire des milliards d'années, gardien d'un secret enfoui en son cœur, une poire immense, toute d'or, cachée au plus profond de son tronc. Soudain, cette poire merveilleuse s'illumina. Une lumière dorée jaillit de l'arbre, irradia la clairière, éclaira la forêt entière. Pousse cette puissance, la vie reprit, de jeunes pousses émergèrent, les arbres brûlés retrouvèrent vigueur et feuillage, la forêt renaissait de ses cendres. Un havre de paix. Bientôt, les animaux revinrent, les montres religieuses, les fourmis, les lapins, les pigeons, les biches, tous trouvèrent refuge autour du poirier. Grâce à lui, ils se sentaient à l'abri, confiants en l'avenir. La forêt, régénérée par le pouvoir de l'arbre magique, devint un havre de bonheur et de sérénité pour toutes ces créatures. Conclusion. Ainsi, le poirier géant, longtemps ignoré pour sa stérilité, révéla sa vraie richesse au moment de la plus grande épreuve. Par sa lumière et sa magie, il redonna vie et espoir à toute la forêt, prouvant que chaque être a une valeur inestimable, même s'il ne ressemble pas aux autres. L'aventure de la goutte d'eau tique. Il était une fois, tout là-haut dans le ciel, une minuscule goutte d'eau nommée Tique. Elle venait tout juste de naître au cœur d'un nuage blanc, rond et paisible. Le voyage était doux, bercé par le vent comme une berceuse invisible. Mais un jour, le nuage changea soudain de couleur. Il devint gris, puis noir comme la nuit. Un grondement sourd le traversa. Des éclairs jaillirent. Le vent se mit à tourbillonner. C'était une vraie danse. Une danse sauvage. Une valse de tempête. Le nuage éclata.
Et Tic, emporté avec des milliers d'autres gouttes, tomba du ciel dans une pluie furieuse mais étrangement magnifique, comme une symphonie où le vent, la pluie et les éclairs jouaient chacun leur rôle. Toujours vivante, toujours légère, Tic atterrit finalement sur une rose au petit matin. Le calme était revenu. Elle glissa délicatement le long d'un pétale, puis tomba dans une petite source d'eau, qui n'était autre que le début d'une rivière. Une nouvelle aventure commençait. Pour Tic et pour toutes les autres gouttes tombées cette nuit-là. Le conte d'Halloween, la citrouille volante. Il était une fois, dans un village nommé la Citrouille Volante, un lieu enchanté où les habitants étaient si minuscules qu'ils vivaient en réalité à l'intérieur d'une citrouille magique. Toute l'année, cette citrouille semblait ordinaire, orange, dodue, bien sage dans son champ, attendant patiemment la fin de l'été. Mais le 31 octobre, au cœur de la nuit d'Halloween, tout changeait. Soudain, la citrouille frémissait. Ses yeux, sculptés en triangles malicieux, s'allumaient d'une lueur phosphorescente, comme si une lanterne intérieure s'éveillait. Elle se mettait à bouger haut, pas beaucoup, juste assez pour rouler doucement sur le sol, bondir une fois ou deux, et effleurer les ombres des arbres. Les habitants de la citrouille, qui n'étaient autres que des puces espiègles et joyeuses, s'agitaient alors comme une armée de farceurs invisibles. Elles sautaient en chœur, faisant trembler la peau épaisse de leur maison, et propulsaient la citrouille dans une danse maladroite qui faisait hurler de terreur les villageois endormis. Les enfants, les plus curieux d'entre eux, se cachaient derrière les volets, les yeux écarquillés. « C'est un monstre », chuchotait-il, le cœur battant. Certains, plus audacieux, lui donnaient des surnoms rigolos pour conjurer la peur, Jacques la lanterne, la boule folle ou citrouille bondissante. Et ces noms, portés par le vent d'automne, parvenaient jusqu'aux oreilles des petites puces. Elles en riaient aux éclats, secouant encore plus leur citrouille, qui effectuait alors un saut final, spectaculaire, avant de s'immobiliser jusqu'à l'année suivante. Car, voyez-vous, la citrouille volante n'était pas méchante. Elle voulait juste rappeler au monde que l'Halloween est un temps de frissons et de rires, où les peurs les plus sombres se transforment en contes joyeux. Et tandis que les enfants rentraient chez eux, sacs de bonbons à la main, les puces se blottissaient au chaud, rêvant déjà de la prochaine lune orange. Fin, ou peut... L'histoire de Nina, le poids des amitiés brisées. Il était une fois Nina, une fille au grand cœur, persuadée que le métier pouvait unir les gens. Elle croyait dur comme fer à l'amitié, cette colle invisible qui relie les âmes. Mais elle n'aurait jamais imaginé que ceux qu'elle appelait ses amis seraient ceux qui, un jour, la laisseraient tomber. Depuis la perte de ses parents, Nina s'était réfugiée dans un petit groupe d'amis rencontrés au travail d'une bande soudée, active, toujours connectée sur Messenger. Au début, tout semblait léger, des blagues, des rires, une bulle virtuelle où elle se sentait enfin à sa place. Mais en novembre 2024, tout bascula. Alius, l'un des membres les plus influents, et Jennifer, la plus proche de Nina, commencèrent à rejeter Julia, qu'ils jugeaient trop gamine. Peu à peu, Nina fut prise entre deux feux, forcée à choisir son camp. Elle refusait, elle aimait les deux, mais la pression devint telle qu'un jour, elle céda et fit un choix qu'elle ne se pardonne toujours pas. Ce fut le début de la fissure. Alius fut exclu du groupe. D'autres prirent leur distance. Mais le ver était dans la pomme. Parmi les membres restants, un couple, Julius et Francis. Leur relation, minée par les disputes, empoisonnait l'ambiance du groupe. Les conflits éclataient, les rancunes s'accumulaient, jusqu'à la rupture. Et avec elle, tout s'effondra. L'amitié entre Nina et Julia, pourtant si forte, vola en éclats. Les mots dépassèrent la pensée, la tension monta, jusqu'à frôler les mains levées. En octobre, Nina s'écroula. Arrêt de travail. Dépression. Crise d'angoisse. Insomnie. Tout s'était accumulé et le stress du boulot, les conflits, la solitude. Puis, un matin, le coup de grâce, Julius partit. Sans un mot. Silence radio. Nina envoya des messages, des appels, des prières, rien. Le vide. Puis ce fut Jennifer, sa confidente, qui la laissa tomber à son tour pour son couple. Mais Nina savait que c'était faux. Elle l'avait déjà entendu, cette excuse, l'année d'avant, quand Jennifer s'était éloignée de Julia sous le même prétexte. Alors Nina comprit. Elle n'était plus la bienvenue. Et cette idée la détruisit. 3 jours dans le noir, allongée, tremblante. Pas d'appétit. Pas de sommeil. Pas d'envie. Juste le silence lourd des trahisons. Mais le temps, lentement, ramena un peu de lumière. Quand elle revit Julia, elles se prirent dans les bras. Un rire, timide, mais sincère. Comme un rayon de soleil après la tempête. Nina devait aller à l'anniversaire de Francis. Jennifer ne voulait pas d'elle. Au début, ça lui fit mal. Mais elle y alla quand même, la tête haute. Parce qu'au fond, elle n'avait rien fait de mal. Et c'est là qu'elle comprit la vraie leçon. Ne laisse jamais personne décider où tu peux aller, ni avec qui tu peux être. La vie n'appartient qu'à toi. Et la vraie amitié, c'est celle qui reste même quand tu craques.
Bella, l'abeille aventurière. L'abeille aventurière. Il était une fois une jeune abeille nommée Bella. Bella vivait dans une grande ruche bien organisée, entourée de milliers de sœurs hyperactives, toutes occupées à butiner, ventiler, ranger, fabriquer du miel et faire du yoga d'antenne à 6 heures du matin. Bella aimait son travail, mais au fond d'elle, elle rêvait de liberté. Elle voulait voyager, découvrir le monde, sentir le vent dans ses ailes sans avoir une chef abeille qui lui hurle. Bella! Le pollen, vite! On a une production à tenir. Un matin, avant même que le soleil ne soit complètement levé, Bella se réveilla bien plus tôt que d'habitude. Les fleurs s'ouvraient doucement, le vent était doux, et tout semblait possible. Elle décida alors, d'un battement d'ailes déterminé, de s'éloigner un peu de la ruche pour explorer des champs inconnus. Et là, révélation. Des fleurs immenses, multicolores, parfumées comme un parfum de star à la télévision. Bella se sentit libre comme jamais. Le vent caressait ses ailes, elle se laissait porter, butinant ici et là en fredonnant faux. Elle croquait la vie comme une abeille croque le nectar. Mais prise dans son enthousiasme façon abeille en vacances, elle ne réalisa pas qu'elle s'éloignait de plus en plus. Quand elle leva enfin les yeux, elle s'arrêta net. Plus de ruches. Plus de repères. Juste des champs immenses à perte de vue. Bella paniqua. Super. Je suis perdue. Comment je vais rentrer? Elle tenta de suivre la lumière du soleil, espérant retrouver le chemin. En volant, elle croisa une jolie coccinelle rouge à pois noirs, posée sur une feuille. Tu as l'air perdu, dit la coccinelle. Un tout petit peu, enfin totalement, répondit Bella. Suis-moi, je connais la région comme mes élytres. Les deux insectes partirent ensemble, traversant des champs de fleurs gigantesques, des ruisseaux scintillants et même un champ de pissenlits qui éternuaient. Oui, des pissenlits allergiques, on ne juge pas. Bella découvrit des paysages qu'elle n'aurait jamais imaginés. Des papillons qui dansaient comme dans un clip musical, des fruits colorés énormes, des herbes si hautes qu'on aurait pu croire à une jungle miniature. Avec sa nouvelle amie, Bella se sentit moins seule. Elle comprit que le monde était rempli de merveilles, même en dehors de la ruche. Elle riait, elle explorait, elle découvrait, et elle oubliait presque qu'elle était perdue. Après plusieurs heures d'aventure, elles arrivèrent près d'une colline. De là, Bella aperçut enfin sa ruche au loin. Soulagée, elle remercia chaleureusement la coccinelle et s'envola vers sa maison. Quand elle rentra, ses sœurs l'attendaient, inquiètes et curieuses. Bella leur raconta toute son aventure fantastique. À partir de ce jour, elle continua de travailler, mais dans son cœur, elle savait qu'il y avait un monde immense à explorer. Et chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle rêvait de repartir, de découvrir encore plus de merveilles, et peut-être de recroiser ses nouveaux amis. Fin. La fête au village. Il était une fois, dans un village perdu au beau milieu d'une forêt magique, un coin où les trolls prenaient le thé avec les lutins et où même les pierres avaient parfois des opinions. Un jour exceptionnel arriva. C'était la grande fête du village, l'événement annuel où tout le monde mettait son plus beau déguisement, même si certains habitants n'avaient déjà rien d'humain à la base. Au centre du village flamboyait un immense feu, si gigantesque qu'il aurait pu cuire un mammouth en un seul aller-retour. Autour, une table interminable croulait sous un buffet tellement magnifique qu'il faisait pleurer de jalousie les babioles des fées, tartes volantes, brochettes luminescentes, soupe qui chantait faux, et même un gâteau qui changeait de goût selon ton humeur. La musique battait son plein. Les habitants dansaient, chantaient, mangeaient, se chamaillaient, se réconciliaient, puis remangeaient encore. Bref, la routine festive. Mais la star de la soirée n'était autre qu'une créature poilue, aussi velue qu'un tapis mal brossé, ressemblant vaguement à un yéti sous caféine. Cette bête étrange jouait de l'orgue avec une précision déconcertante, envoyant dans la nuit une musique aussi sinistre que spectaculaire. Chaque note faisait vibrer les feuilles, les moustaches, et même les casseroles mal rangées. Et malgré cette ambiance ni festive ni effrayante, tout le village se déhanchait comme si demain n'existait pas. On dansa jusqu'à l'aube, et certains continuèrent même après, parce qu'ils n'avaient pas remarqué que le soleil était déjà levé. Fin. Le Kraken. Il était une fois, dans les eaux glaciales et mystérieuses de l'océan du Nord, entre les côtes escarpées de la Norvège et les rivages perdus du Groenland, une créature légendaire issue des anciennes sagas scandinaves, le Kraken. Ce monstre colossal, souvent décrit comme un poulpe géant ou une pieuvre démesurée, possédait des tentacules immenses, longs de plusieurs lieues, capables d'enserrer les plus grands navires comme de simples jouets. Son corps énorme flottait parfois à la surface, si vaste qu'on pouvait le confondre avec une île couverte d'algues et de rochers. Les marins imprudents qui accostaient sur ce rocher vivant pour se reposer scellaient leur destin. Le Kraken dormait la plupart du temps dans les abysses insondables, mais lors des grandes tempêtes, quand les vagues rugissaient et que le ciel s'assouplissait, il s'éveillait. D'un mouvement lent et irrésistible, il remontait vers la surface. Ses tentacules surgissaient alors de lui comme des serpents vivants, s'enroulant autour des mâts, brisant les coques et entraînant les bateaux et leurs équipages terrifiés vers les fonds obscurs de l'océan.
Pire encore, en plongeant brusquement, ils créaient d'immenses tourbillons qui aspiraient tout sur leur passage, engloutissant les navires dans un chaos d'écume et de ténèbres. Les vieux pêcheurs norvégiens chuchotaient que le kraken n'était pas seulement une bête vénéneuse. Il atterrait parfois des poissons en abondance autour de lui, offrant aux plus courageux une pêche miraculeuse, à condition de fuir avant qu'il ne se réveille. Mais rares étaient ceux qui échappaient à cette guerre. Ainsi naquit la légende du kraken, sans gardant l'esprit d'un conte classique. Il était une fois, la licorne était une fois. Dans les brumes enchantées des forêts anciennes, une créature légendaire appelée la licorne. Elle ressemblait à un cheval gracieux, au pelage d'un blanc maculé comme la neige fraîche. Et sur son front s'élevait une unique corne torsadée et pointue, scintillante comme un rayon de lune capturé. Au Moyen-Âge, la licorne était un symbole ultime de la pureté et de la grâce. On disait qu'elle ne pouvait être approchée que par une jeune fille au cœur pur, et que sa corne possédait des pouvoirs magiques. Elle purifiait les eaux empoisonnées et guérissait les maladies les plus graves. Souvent associée à la féminité, à la virginité et à l'innocence, elle apparaissait dans les tapisseries et les récits comme un gardien des secrets de la nature. Cette célèbre tapisserie, la Dame à la licorne, datant du Moyen-Âge, illustre parfaitement cette symbolique. Une noble dame attire la licorne paisible, représentant l'harmonie entre l'humain et le divin. Aujourd'hui encore, la licorne continue d'inspirer les rêves, rappelant que la magie et la pureté existent toujours quelque part, au détour d'une forêt enchantée. Et ils vécurent tous dans la légende, heureux et émerveillés. Il était une fois le phénix. Il était une fois, dans les déserts ardents de l'Antiquité, ou au cœur de forêts mystiques, un oiseau légendaire connu sous le nom de phénix. Cette créature majestueuse, symbole immortel de renaissance, possédait une vie extrêmement longue, des siècles, voire des millénaires. Lorsqu'approchait la fin de son cycle, le phénix construisait un nid de branches aromatiques et d'épices précieuses, s'y installait et se consumait dans un brasier éclatant. Mais de ses cendres fumantes, il renaissait, plus resplendissant que jamais, prêt à entamer une nouvelle existence. En général, on le représente avec un plumage flamboyant aux teintes rouge vif et or étincelant, évoquant les flammes du soleil couchant ou les couleurs d'un arbre flamboyant en plein floraison. Ses plumes chatoyantes irradient une lumière divine, et ses ailes puissantes semblent embraser l'air lorsqu'il vole. Dans les mythes anciens, du début égyptien à la version grecque décrite par Hérodote, le phénix incarne l'espoir, la résurrection et le cycle éternel de la vie. Voici une représentation classique issue de gravures historiques. Aujourd'hui, encore, le phénix fascine les imaginations, rappelant que même dans les moments les plus sombres, une nouvelle eau peut surgir des cendres. Et ainsi, le cycle de la vie continue, éternel et flamboyant. Il était une fois le Yéti. Il était une fois, au cœur des plus hautes montagnes du monde, l'Himalaya, une créature mystérieuse originaire des neiges éternelles. On l'appelle le Yéti, ou encore l'abominable homme des neiges. Cette légende vivante ressemble à un grand singe puissant, au pelage épais et blanc comme la poudre rose, parfois teinté de roux selon le récit ancien. Debout sur deux pattes comme un humain, il mesure plus de 2 mètres, avec des épaules larges, des bras démesurés et un visage caché sous une épaisse fourrure. Ses pas laissent dans la neige des empreintes gigantesques, longues et profondes, qui font trembler les cœurs des voyageurs. Dans le village Sherpa et tibétain, on raconte depuis des siècles que le Yéti est le gardien sauvage des glaciers. Il vit loin des hommes, dans les vallées inaccessibles et les cols balayés par les blizzards. Certains disent qu'il protège les montagnes sacrées et punit ceux qui manquent de respect à la nature. D'autres affirment qu'il est un esprit de neige, ni homme ni bête, capable de disparaître dans la brume en un instant. Les anciens murmurent même que voir un Yéti porte malheur, ou au contraire, annonce une grande aventure. Au fil des expéditions, des alpinistes ont rapporté avoir entendu son cri grave résonner d'une gorge gelée et découvert ses traces immenses près des lacs sacrés. Mais le Yéti reste insaisissable et glisse entre les rochers comme un fantôme blanc, veillant sur les secrets de l'Himalaya. Aujourd'hui encore, quand la tempête hurle et que la neige tourbillonne, les montagnards lèvent les yeux vers le pic et se demandent est-ce qu'il est là, à nous observer en silence. Et la légende continue, éternelle comme les neiges de l'Himalaya.